Bonjour à tous, bonjour, bonsoir. 18h45, ça y est, c'est notre rendez-vous hebdomadaire sur nos émotions et nous et nos émotions. Voilà, aujourd'hui j'avais envie d'inviter, enfin je dis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on avait rendez-vous avec Céline. Et alors c'est pas forcément réaction à ce que j'avais posté une fois, il n'y a pas très longtemps, sur une femme qui avait pris, comment dire, une gifle par quelqu'un qui la voyait allaiter, mais c'est quelque chose qui me semble important. Après le propos du live, c'est pas forcément non plus de culpabiliser les mamans qui ne peuvent pas allaiter, qui n'en ont pas envie ou qui ont une expérience entre guillemets malencontreuse ou complexe. Donc le but c'est plutôt de se dire que on est là plutôt pour échanger, pour partager avec des personnes qui savent, en tout cas Céline Bourganeuf, dont c'est le métier, de pouvoir justement nous partager son savoir, ses connaissances et puis on est toujours pareil. C'est Alors je suis en train de la chercher, mais je pense que tu vas aller nous rejoindre toute seule parce qu'en fait j'essaie de trouver. Ça y est, normalement je devrais y arriver. Mais je sais que Céline est sortie de consultation. Donc ça va pas être simple non plus pour elle d'arriver entre guillemets. Ça avait été convenu comme ça. Oui, donc j'étais en train de dire coucou Céline. Euh, Ah bah voilà, c'est parfait. Tu vois, je viens juste de t'envoyer l'invitation, donc c'est parfait. Coucou. Coucou. Ça va, t'es arrivé pile à temps alors? Ben écoute, parfait. J'ai Bah fini c'est mes parfait. consultes à moins le quart, donc Bah écoute, c'est parfait. 17 h le temps de rentrer, parfait. Parfait, parfait. Coucou. Bon alors j'ai deux notifications, du coup je te vois pas en entier, flûte. Bon bah c'est pas grave, tant pis, je vais les retirer, je ne sais pas comment. Euh, Bonjour à tous, c'est super gentil d'être présent. Bon alors je sais que depuis que les terrasses sont ouvertes, c'est pas évident non plus de faire ce qu'on a envie de faire parce que les gens veulent sortir, ce qui est normal. Mais du coup, voilà, bon, on sera de toute façon, il y aura des replays puisque voilà, je vais mettre en IGTV, donc ceux qui auront envie de participer, en tout cas plus tard, ce sera mis en ligne et puis après sur YouTube aussi, avec les liens pour évidemment pour joindre Céline s'il y a des besoins et des questions, même si c'est après. On peut toujours poser des questions, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Voilà, exactement. Coucou. Alors oui, j'étais en train de dire, du coup, c'était pas en réaction avec la conversation qu'on avait déjà eue aussi toutes les deux par rapport à cette femme qui s'était fait gifler par rapport à l'allaitement. Je disais que le but, c'est évidemment pas de culpabiliser qui que ce soit qui a arrêté l'allaitement, qui n'a pas envie, qui peut pas, qui veut pas, que c'est compliqué. Justement, le fait que toi tu sois professionnel, et ben ça va être aussi l'occasion de pouvoir voilà, peut-être se libérer aussi au niveau de toutes ces croyances. Et puis toutes celles qui ont des aussi, toutes celles et ceux, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes, hein, même si ce sont que les femmes qui allaitent, il y a aussi beaucoup d'hommes qui peuvent aussi avoir des idées préconçues sur l'allaitement pour leur compagne ou la mère de leurs enfants. Et du coup, moi, je suis là aussi en accompagnement émotionnel, alors avec les fleurs de bac, hein, pour ceux qui ont envie. On sait que les fleurs de bac, encore une fois, ok, il y a de l'alcool, mais on peut les prendre vraiment sans souci quand elles sont diluées. Donc voilà, on peut les prendre aussi dans une boîte son chaude pour retirer l'alcool aussi. Donc voilà, pas de souci par rapport à ça. Et de toute façon, vous êtes obligés en rien. Et le live là, c'est pas de faire, évidemment, je parle de ce que j'aime, mais c'est aussi d'inviter des personnes qui sont aussi un peu en phase avec ce que je fais. Et c'est pas une obligation de prendre des fleurs de bac. En tout cas, écouter son émotionnel dans le cadre de l'allaitement, ça me paraît fondamental. Et donc, je te passe la parole. Je sais, présente-toi comme ça, ce sera plus cool aussi pour chacun. Parce que moi, je te connais. Merci Nathalie déjà pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir discuter allaitement avec toi, parce que c'est pour moi quelque chose quand même de nouveau. C'est baser ce live un petit peu plus sur effectivement les émotions. On n'est pas sur, enfin, on va parler un petit peu anatomie et physiologie, mais l'objectif c'est surtout de parler des émotions et Dieu sait si c'est important dans mes consultations, mais aussi dans notre quotidien. Alors moi, je me présente très rapidement. Je suis consultante en lactation. J'ai travaillé un petit peu plus de 10 ans en réanimation néonatale.
Je me suis formée un petit peu sur les freins restrictifs buccaux, les troubles de l'oralité, mais aussi tout ce qui est massage, portage. Là, je suis en train de finir une formation pour devenir doula, donc accompagner les femmes. Je le fais déjà en prénatal, mais je vais le faire aussi pendant l'accouchement et surtout sur les accouchements physiologiques à domicile. Donc Dieu sait que les émotions sont au cœur de la prise en charge des mamans que j'accompagne. Et puis moi, je me suis spécialisée à allaitement maternel parce que justement, quand j'ai travaillé 10 ans en réanimation néonatale, je me suis rendu compte que la prise en soin de l'allaitement maternel n'était pas quelque chose de connu et trop protocolisé à mon sens. C'est beaucoup trop médicalisé alors que c'est quand même un instinct naturel et qu'il y a surtout 2 hormones qui régulent l'allaitement maternel, notamment la prolactine. Mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui surtout, c'est l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour. Et l'hormone de l'amour qui nous permet de faire les bébés, mais qui nous permet aussi d'accoucher et de permettre l'éjection du lait. Et donc, si on n'est pas dans un environnement propice à l'allaitement maternel, c'est-à-dire émotionnellement prête à pouvoir allaiter, l'allaitement se passe beaucoup, beaucoup plus difficilement. Et on a beau avoir une physiologie qui fonctionne, du lait qui se produit, si on a un choc émotionnel, par exemple, on se retrouve très rapidement avec un blocage du lait maternel, ce qui était le cas complètement pour cette maman qui a été giflée sur Bordeaux il y a quelques semaines, où elle a eu un arrêt total de la lactation. En fait, c'est pas qu'elle a eu un arrêt de production, c'est juste qu'elle n'a pas eu d'éjection du lait sur un traumatisme. Et là, je te redonne la parole pour que justement tu puisses nous expliquer quelles fleurs on peut mettre en lien et surtout quel mécanisme et qu'est-ce qui se passe dans notre corps pour pouvoir réguler ces émotions-là. Bah, en fait, ce qui se passe dans notre corps, j'en sais trop rien, mais encore une fois, comme tu le dis, il y a eu un choc, et là, c'est le stress post-traumatique de cette gifle et de cette non-réaction aussi, ou de ce consentement des femmes qui la regardaient, parce que, enfin, bon, pour ceux qui débarquent là, j'avais déjà fait une vidéo, j'avais marqué le lien aussi du Doctissimo, parce que ça peut tomber aussi comme un cheveu sur la soupe. Tout le monde ne regarde pas les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas au courant non plus de ce qui s'est passé, mais du coup, bah, cette femme-là, après, comme tu l'expliques très bien, ce stress post-traumatique, ça engendre émotionnellement bah, ce que tu dis, ça coupe aussi tout ce qui va aller avec toute la physiologie pour la production de lait. Mais donc émotionnellement, ce que j'ai montré là, moi, c'est Star of Bethlehem. C'est la fleur des chocs, comme tu l'as, parce que tu l'as cité, sinon je l'aurais pas sorti. Mais du coup, voilà, cette fleur, elle accompagne sur tout ce qui est stress, choc, tristesse. Voilà, un état de choc, c'est vraiment ça. Se prendre une gifle, c'est un choc, mais aussi le choc par extension. Encore une fois, je reviens dessus, mais de voir aussi que les autres acquiescent cette gifle-là, c'est aussi un double choc. Et puis peut-être le choc aussi par anticipation pour l'inquiétude pour son bébé. Parce que elle a été secouée, elle l'a dit. Après, elle est allée voir aussi son ostéopathe. Elle a des séquelles aussi physiques. Donc, tu vois que c'est un choc au sens large aussi. Et donc voilà. Alors l'inquiétude pour le bébé, mais je pense qu'on pourra en reparler après. Quand on allait, on s'inquiète aussi de son poids. Ça, c'est Red Chestnut. C'est pour ceux qui se font du souci pour leur bébé. Je sais pas si tu veux revenir dessus, mais j'avais envie aussi de reparler de ton expérience de ces 10 ans avec ces prises de conscience sur l'hypermédicalisation aussi de l'allaitement. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai allaité donc il y a 29 ans. Hein, et enfin oui, un peu plus de 28 ans. Et le souvenir que j'en ai, alors moi j'ai accouché 5 semaines et demie avant le terme, et donc j'ai pas participé à une préparation à l'accouchement. Alors je te raconte même pas l'allaitement. J'avais cette conviction intrinsèque, innée, naturelle, que de toute façon ça ferait partie, enfin c'était même pas envisageable pour moi. Alors bon, il y a 29 ans, c'était peut-être moins rock'n'roll que maintenant. Hein. Je veux dire, il y avait moins de femmes qui allaitaient, entre guillemets, il devait y en avoir, hein, mais statistiquement peut-être moins que maintenant. Et alors j'ai ce souvenir, peut-être du choc aussi, quand cette infirmière est passée dans ma chambre en me donnant ce petit biberon, en me posant sur la table de nuit, en me disant on ne sait jamais, gardez-le. Et je lui ai dit, c'est gentil, merci beaucoup, vous pouvez le reprendre. Et elle a insisté, mais lourdement. Mais ça m'a vraiment choquée de voir avec quelle insistance elle a été dans la non-écoute. En même temps, je pense que ça part d'un postulat de bienveillance. Au cas où je sois épuisée, au cas où ceci, au cas où cela, au cas où ça ne se passe pas bien. Mais cette anticipation a été plutôt prise pour moi comme quelque chose d'anxiogène, peut-être non pas me référant à mon incapacité à allaiter, mais anticipant sur des choses auxquelles je n'avais même pas songé. C'est-à-dire que de toute façon, in fine, pour moi, ça allait bien se passer.
Et du coup, voilà, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, cette proposition de ce petit biberon sur la table de nuit. Malheureusement, il est toujours d'actualité. Moi, je voulais juste rebondir une dernière fois sur ce Oui, fameux allaitement public. C'est un droit, hein. Il n'y a aucune loi qui réglemente un allaitement dans les lieux publics ou quoi que ce soit. Donc, on est libre d'allaiter partout, tout le temps. Donc, il y a un hashtag aussi sur ça et je pense que c'est important de mettre l'accent pour ça et qu'il n'y a pas de réglementation ou de loi en vigueur comme qu'on n'aurait pas le droit d'allaiter, ni même sur les terrasses d'un café ou au restaurant ou dans un cinéma ou peu importe et encore moins dans un parc. Donc voilà pour ça. Oui, effectivement, on a beaucoup de travail à faire sur l'allaitement maternel. Quand je dis qu'il est trop médicalisé, c'est-à-dire qu'il y a quand même un stress de la part des professionnels de santé sur le poids. On va en parler parce qu'en fait, la problématique, c'est celle-ci. C'est qu'on veut absolument que nos bébés grossissent et la priorité, on va la mettre sur le poids. Sauf que nous, et moi, c'est pour ça que je me suis spécialisée, c'est que moi, je mets l'accent sur l'accordage, c'est-à-dire le temps. Il faut laisser le temps à la nature de faire les choses pour que le bébé puisse prendre le sein de manière optimale et que la maman aussi puisse se mettre à allaiter. Quand on est surtout sur un premier bébé, par exemple, on se retrouve avec une mère qui sait pas faire et un bébé qui sait faire et qui a l'instinct, mais qui confronté aux protocoles médicaux, et quand je dis protocoles médicaux, c'est médicaux et paramédicaux, hein, c'est tous les professionnels de santé qui vont essayer de vouloir mettre ce bébé au sein, alors que lui-même est en capacité de le faire, et la mère également. Donc moi, mon gros travail et la formation que j'ai faite, qui m'a vraiment libérée, c'est ce qu'on appelle le Biological Nurturing de Suzanne Colson, qui est vraiment l'allaitement instinctif. Et l'allaitement instinctif, pour nous, en tant que professionnels de santé, c'est prendre le temps d'observer la mère et son bébé et de rendre l'environnement confortable. Et quand on rend l'environnement confortable, on libère ces fameuses ocytocines et toutes ces hormones du bonheur qui nous permettent de pouvoir se laisser aller, ce qu'on appelle à la complexion hormonale, c'est-à-dire libérer nos hormones pour pouvoir instinctivement et naturellement mettre nos bébés au sein. Pourquoi moi j'en suis venue là Quand j'ai travaillé 10 ans en réanimation néonatale, on n'en était pas encore où on avait des prescriptions de lait maternel. On était quasiment persuadé que le lait de préparation et le lait pour prématuré était meilleur quasiment que le lait maternel. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on arrive à calculer les apports nutritionnels et qu'on arrive à faire tout plein de calculs en fonction du poids, des apports, combien il a tété, etc. Tandis que quand on a un bébé prématuré qui est au sein, on ne sait pas combien il a pris. Donc du coup, c'est très perturbant pour les professionnels de santé parce qu'on ne peut plus calculer, on ne peut plus rien contrôler. Donc moi, quand je me suis engouffrée dans les préparations pour nourrisson en disant prématuré, spécial, etc., j'ai compris très vite qu'en fait, on avait juste un rôle de contrôlante dans l'alimentation et qu'on n'avait plus un rôle ni d'observation, ni de laisser aller la maman à ses besoins. On a mis en place secondairement le tir-allaitement, c'est-à-dire qu'on permettait aux mamans de tirer son lait pour, encore une fois, contrôler l'allaitement maternel en se disant « Ok, on a compris, l'allaitement maternel, c'est bénéfique et c'est des bienfaits pour le bébé et encore plus prématuré puisque le lait préterme est encore plus riche en gras pour pouvoir faire nourrir le bébé. Mais on a fait des tirs-allaitements pour, encore une fois, contrôler le lait. Moi, je me suis désimprégnée, j'ai vraiment détricoté ce que j'ai appris pendant quasiment 10 ans, pour en arriver aujourd'hui à travailler depuis 5 ans sans balance, clairement. Il n'y a plus de balance, donc les parents viennent chez moi, certainement pas pour peser leur bébé, mais moi par contre ce que je vais peser c'est la capacité à la mère et au bébé de s'accorder et de voir quelles sont les émotions qui sortent, qui émanent de la relation pendant l'allaitement, parce qu'il y a des mamans qui pleurent, il y a des mamans pour lesquelles c'est compliqué, soit ça rappelle, j'ai eu le cas tout à l'heure en consultation, une maman qui est arrivée pour une consultation prénatale, elle a pleuré parce que son allaitement pour le premier s'est très mal passé. Non seulement ça s'est très mal passé, ça n'a pas duré longtemps, mais elle s'est mise à pleurer quand elle m'a dit qu'une sage-femme avait forcé à mettre son bébé au sein d'une manière tellement violente qu'elle s'est bloquée, elle s'est braquée et son bébé s'est mis beaucoup à pleurer et s'est mis à se repousser entièrement du sein et elle m'a dit ce jour-là, je me suis dit que j'arrêterais l'allaitement parce que je ne veux pas faire souffrir mon bébé. Bien sûr. Et là, c'est grave. Là, on est sur l'inquiétude pour le bébé et on est encore de nouveau sur le choc avec ce qu'on vient d'entendre aussi avec voilà, cette sage-femme. C'est compliqué aussi, hein, cette histoire de poids. Moi, j'ai souvenir aussi d'avoir été challengée en me disant, enfin, c'est ma sage-femme que j'adore parce que j'ai mis mes 3 enfants au monde avec la même et j'ai aucun doute par rapport à sa paloma.
Et c'est ce que tu disais aussi, ce rôle d'accompagnante, c'est vraiment important et c'est pas un frein justement normalement. Ça doit être quelqu'un qui doit nous accompagner cet environnement sécure mais affectif aussi pour pas perdre le lien avec le bébé. Et donc moi, elle me disait, on te laissera pas sortir si voilà, si Paul n'a pas pris suffisamment de poids, puisque évidemment prématuré, mais pas tant que ça. Enfin, c'était pas un prémat d'un ou deux, hein, donc tout allait bien entre guillemets. Mais du coup, on a fait effectivement cette alternative avec le tire-lait. Mais j'ai quand même souvenir que la première chose que j'ai été faire en sortant, c'est d'aller à la pharmacie louer une balance. Alors que pendant longtemps, il n'a pas été dans les normes, entre guillemets, tu sais, des courbes du carnet de santé. Et donc ça, c'est super culpabilisant pour le coup, parce que, encore une fois, cette maman qui pleure, il y a aussi d'être soit dans la capacité, soit dans la culpabilité de pas bien faire, ou j'aurais dû manger tel type d'aliment, j'aurais dû me comporter comme si, j'aurais dû donner plus de lait en tirant mon lait. Compliqué quand même, hein. Compliqué, surtout que quand on nous met, comme tu disais très bien tout à l'heure dans ton expérience personnelle, quand on nous met à disposition un lait de préparation à côté, c'est exactement ce qu'on apprend également, c'est-à-dire qu'on inclut dans la mère la possibilité que son lait soit pas suffisamment nourrissant, ou en tout cas qu'elle soit pas en capacité de pouvoir le nourrir de manière autonome. Et avoir ce petit biberon à côté au cas où, c'est une grande catastrophe, parce que la plupart du temps, quand ça va pas ou quand il y a un problème, ou même un bébé qui pleure, c'est très très souvent les bébés qui pleurent au démarrage, surtout le soir, on pense à tort et trop souvent que c'est parce qu'il a faim, parce qu'il n'a pas suffisamment mangé, etc. Donc ce biberon qui est là, on va le tenter. Qui ne le tenterait pas, parce qu'on veut le meilleur pour notre bébé. On nous a dit que potentiellement, si j'avais besoin, je l'utilise. Sauf que quand est-ce qu'on en a réellement besoin? Quand est-ce que l'enfant perd du poids? Quand est-ce que l'enfant n'est pas suffisamment nourri? C'est en ça qu'il va falloir retrouver les bases. Et moi, dans mes consultations, c'est revenir à la nature. Comment on sait si un bébé est bien nourri? C'est pas avec le poids, c'est simplement est-ce qu'il fait bien pipi et est-ce qu'il fait bien caca? Si on a des urines et si on a des selles, ça veut dire qu'on a un allaitement qui fonctionne. Et peu importe la prise de poids, ce qui compte, c'est que l'enfant grossisse petit à petit. Mais il y a des enfants qui vont prendre 30, 40, 60 grammes par jour en étant allaités, et d'autres qui vont prendre que 10 ou 15 grammes. C'est pour ça que c'est important de revenir aussi sur le poids de naissance, sur la physiologie des parents. Un papa qui fait 1m96, 100 kilos, va nous faire un bébé qui va peser potentiellement 4 kilos à la naissance. Évidemment que celui-là, il va prendre un peu plus de poids, il aura besoin davantage. Une petite crevette qui naît à 2,7 kg, on ne peut pas lui demander de prendre 20 grammes ou 30 grammes par jour parce qu'elle n'en a pas la capacité, et c'est pas respecter sa physiologie de croissance également. Et ça, c'est important de le souligner. Et puis c'est décorrélé du bon sens aussi de la nature en fait. Là, on est plus sur un principe de précaution que tout le monde doit rentrer dans des normes, soit, mais non en fait. Et tout va bien se passer. Et encore une fois, voilà, on va avoir plusieurs personnes qui seront. Si vous avez envie de poser des questions, c'est vraiment le moment. Alors je sais qu'il y a beaucoup de tes patientes qui sont là, donc c'est chouette. Merci beaucoup pour vos petits cœurs, c'est la meilleure et tout, donc c'est chouette. Moi, c'est une amie depuis 1 an, mais c'est une très bonne amie, mais pas la meilleure pour l'allaitement pour moi, mais voilà. Et après, pour l'allaitement, c'est pas ce que je voulais dire, hein, c'est parce que moi, je n'allaite pas. Et ce que je voulais dire là, c'était par rapport à... Ah, j'ai perdu le fil du coup. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Je ne me souviens plus, ça y est, c'est parti. C'est pas grave. Quand ça reviendra, ça reviendra. En tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, à mon sens, de l'allaitement maternel, quand on est dans une perturbation émotionnelle, et je vois encore tout à l'heure en consultation un accouchement qui se passe pas forcément bien, donc il y a eu ce fameux blocage émotionnel avec une perturbation, savoir aussi se laisser le temps. Parce que on veut trop vite que ça se passe bien. Moi, souvent, c'est ce que je dis aux mamans. Pour devenir enceinte, il nous faut 9 mois de préparation, et pour qu'un allaitement fonctionne bien, il faut entre guillemets 6 à 8 semaines, et se laisser du temps et de la patience et l'accordage. On ne peut pas avoir un bébé qui naît et une nouvelle maman, parce que ce soit un premier ou que ce soit un cinquième, on est nouvelle dans un allaitement parce que c'est une nouvelle bouche, un nouveau poids, une fille, un garçon, une naissance n'est pas la même, et on va avoir une adaptation, un accordage qui prend du temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui pour moi est important de rappeler, c'est de ne pas se mettre la pression au démarrage, parce que
on voudrait, en tant que professionnel de santé, hein, pour avoir travaillé 10 ans à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a complètement écourté le séjour maternité. Donc, en 2-3 jours, en France, on peut sortir de la maternité, même avant, hein, même avant pour certaines maternités. Mais on voudrait que tout aille bien déjà. Laissons-nous le temps de faire les choses. Ce qui compte, c'est est-ce que la maman est rassurée, est-ce que la maman a confiance en elle et est-ce que le bébé est en sécurité. Sécurité, c'est-à-dire sécurité émotionnelle, sécurité physique, dans le sens où est-ce que la maman est adulée, est-ce que la montée laiteuse est en cours, et c'est tout ce qui compte. Le reste va se mettre en place petit à petit. Et plus on mettra la pression aux mamans en disant il faut qu'il ait repris du poids au 3e jour et l'allaitement fonctionne bien si tel critère, non, ça veut rien dire parce qu'elles peuvent sortir. Et moi, j'ai des mamans qui sortent avec une prise de poids au 3e jour, tout va bien, et elles m'appellent à J10, J15, où c'est la catastrophe. La sage-femme est repassée, finalement elle a perdu du poids, parce qu'il y a eu peut-être ce petit biberon sur la table de nuit qui a fait que on s'est posé la question, ou que peut-être on a boosté une lactation pendant les 3 jours de maternité, et après elles sont un peu dans la nature, et on les laisse faire, et elles n'ont pas suffisamment les bonnes informations, et surtout confiance en elles. Là, je montrais tout à l'heure l'impatience. C'est une fleur de bac, ça aussi, l'impatience. Alors, l'impatience pour les professionnels de santé, mais aussi pour les mamans. Après, ça peut être pour les papas aussi, hein, qui aimeraient bien aussi avoir un peu du temps aussi avec leur compagne. Et tu as parlé de sécurité, ça c'est Mimulus. C'est la fleur qui nous apporte justement cette confiance et, euh, et de se rassurer aussi quant à ce qui va se passer. Et puis, tu as parlé de confiance en soi. Donc, j'ai montré l'arche. C'est cette fleur-ci. J'espère que je l'avais préparée. Je ne sais plus, je la vois pas. Si, je l'avais préparée ici. Parce que je m'étais déjà préparé des émotions, tu vois. Et, euh, et oui, est-ce que ce à quoi je voulais faire allusion tout à l'heure, c'est après tu as dit aussi que ça pouvait ne pas parce que effectivement, en plus on en a parlé il y a pas longtemps. Chaque fois que nous avons un enfant, c'est différent à chaque fois et les allaitements sont pas comparables. En tout cas, moi ça c'était mon cas pour mes 3 enfants et en même temps, c'est ce que je voulais évoquer, c'est que je me sentais sereine par rapport à l'expérience du deuxième parce que la première fois j'ai réussi. J'étais en confiance et j'étais complètement déstabilisée dans mon expérience d'allaitement parce que j'ai vécu quelque chose qui n'a eu rien à voir et qui m'a vraiment, mais vraiment déstabilisée physiquement parce que ça s'est, entre guillemets, moins bien passé dès le départ. Donc, avec un engorgement, avec un peu de douleur, enfin, c'était et beaucoup plus de patience parce que ça c'était comme ça. Et ça s'apprend aussi dans cette sagesse, je trouve, de l'accueil de qui vient nous rendre visite, quelle est cette âme qui nous a choisi aussi pour nous accompagner, le père et voilà et la maman, et aussi comment tu fonctionnes toi, comment je suis moi maintenant, parce que je suis maman peut-être depuis 3 ans, depuis 5 ans. Coucou Elisa. Et voilà, il faut aussi que je m'adapte à qui je suis et je ne suis pas la même femme allaitante que précédemment. Et puis, c'est l'accueil de cet enfant. Et évidemment, il a son tempérament, sa personnalité. Il peut être aussi très impatient comme enfant, hein, qui va se ruer avec frénésie, voilà, à chaque heure de repas ou chaque demi-heure ou chaque 2 heures. Voilà, tout ça, ça fait partie. Je suis en train de dire en même temps. Hein, je te laisse la parole maintenant. Mais ce qu'il faut relever aussi, c'est que l'allaitement maternel, on pense Tu trop à m'entends, tort que Céline? c'est naturel, c'est physiologique et que ça se fait naturellement, mais ça reste aussi un apprentissage. On apprend à être maman, on apprend à allaiter et on apprend justement en écoutant ses émotions, en écoutant son corps. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que pour certaines mamans, réellement, il y a de la douleur et de la douleur, moi souvent je leur demande de mettre une note entre 0 et 10 et j'ai des douleurs des fois qui sont à 7, 8, 9, 10 et j'ai des mamans qui me disent aussi que des fois l'allaitement c'est plus douloureux que l'accouchement. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte dans l'allaitement et dans les émotions, parce qu'une maman qui souffre pendant les temps de tétée, c'est pas une tétée qui va se passer de la meilleure des façons, ni pour l'enfant, ni pour le bébé. Et surtout, les souvenirs que la mère et l'enfant en gardent. Et quand on revient après, 2 heures, 3 heures après, pour remettre entre guillemets le couvert, c'est évident qu'on n'arrive pas avec la même volonté, les mêmes besoins et les mêmes émotions. Alors l'ocytocine, elle est là pour permettre l'éjection du lait et elle se sécrète réellement quand l'enfant et que la mère sont apaisés. D'où l'importance aussi, et c'est ça que j'ai envie de dire, c'est l'environnement. Les papas, c'est hyper important. Alors papa ou maman, hein,
enfin peu importe le sexe, la couleur, l'âge, on s'en fiche, mais en tout cas les personnes qui vont entourer cette dyade mère-bébé est indispensable à mon sens pour justement faire naître et libérer les émotions qui sont parfois positives et parfois négatives. Et c'est important aussi pour moi de le dire, c'est que dans mes consultations souvent, on a aussi des mamans qui ont besoin d'exprimer leur ras-le-bol, leurs difficultés et leurs problématiques. C'est pas juste de dire non, non, mais l'allaitement ça fait pas mal, l'allaitement c'est beau et non, non, ça va bien se passer. Je suis là aussi pour accueillir ces émotions-là et souvent c'est ce que je dis, mais dans mes consultations, j'ai parfois 80% de psychologie, d'accompagnement sur des mamans qui ont vu beaucoup de personnes et pour lesquelles on les a pas écoutées tout simplement dans leurs problématiques et dans leurs besoins. Ça, c'est fondamental. Hein. Enfin, bon, après, c'est mon travail avec les fleurs de bac. Après, je veux dire, moi, je suis pas psychologue non plus, tu vois, et je suis pas spécialiste en allaitement. Après, moi, je suis spécialiste dans mon domaine avec les fleurs de bac. Et quand la personne va expliquer son désarroi, son angoisse, c'est forcément, je peux l'accompagner sur les fleurs, mais c'est un langage universel, les fleurs de bac. C'est que de toute façon, quand tu es, au bout et que tu n'en peux plus et que là, tu as une envie, c'est tout arrêter ou d'envoyer tout péter parce que ça ne fonctionne pas comme tu voudrais, que ce soit l'allaitement ou autre chose, moi, avec les fleurs, j'aurai une réponse, entre guillemets, en termes de nom de fleurs. Là, tu vois, c'est ce que tu as évoqué. Sweet Chestnut, ça peut être aussi cet état émotionnel quand on sent qu'on est au bout de ce qu'on peut supporter par rapport à cette expérience de l'allaitement. Parce que sans compter que là, ok, on parle de l'allaitement, mais il y a des fois, comme tu parles du compagnon, des fois on est sans compagnon. Donc ça, c'est pas évident non plus parce que tu n'as pas de soutien et du coup, bah, le soutien, alors un compagnon n'est pas forcément synonyme de soutien non plus. Il ne faut pas se leurrer parce qu'il y a le contexte aussi émotionnel de la maman dans lequel elle vit sa maternité et son postpartum ou en tout cas les débuts de l'allaitement. Et puis, quand on parle de début, il n'y a pas forcément que le début. Et puis, qu'est-ce que je voulais évoquer d'autre aussi? Puis des fois, on a des enfants aussi autour qui réclament aussi cette présence, cette attente et cette nécessité aussi tout simplement de s'habiller, de ceci, de cela. Donc tout ça, ça crée aussi du stress. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis complètement, je rejoins ce que tu dis parce que l'environnement, j'ai envie de dire, c'est aussi à la maman de se le créer aussi. Moi, je vois souvent dans les consultations prénates, j'en avais une ce matin, c'est marrant parce que comme quoi, tu vois, c'est pas pour rien qu'il arrive aujourd'hui ce live. Et elle me dit que c'était très compliqué pour ce premier, donc elle voulait se préparer en amont. Et quand je lui demande ce qu'elle a mis dans son sac nurse, dans son sac de maternité, alors j'ai toujours la super liste du slip filet, des bodys, du nombre de pyjamas, etc., etc. Et à aucun moment donné, ou très rarement, il y a moi souvent je leur pose la question. Et pour vous, vous avez pris quoi? Bah, quasiment pas grand-chose, ou alors elles me disent à juste titre un soutien-gorge allaitement, etc. Tous des trucs pratiques pour l'allaitement, mais je dis mais pour vous faire plaisir, qu'est-ce que vous avez besoin? Un bon livre, une manicure, un plateau de sushi commandé, une tablette de chocolat, une lumière, un coussin, un oreiller, une odeur, une photo, etc. Et souvent, maternité égale aussi oubli de la maman. Et là, je reviens sur un petit peu de psychologie, mais c'est ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, cette fameuse PMP, qui fait que prioritairement, on va être centré sur notre bébé. Et le fait d'être centré sur notre bébé, ben, on a tendance à s'oublier soi. Et moi, je remets le cœur des émotions dans le sens où vous dites, qu'est-ce que vous avez besoin? Si vous allez bien, votre allaitement et votre bébé, votre maternité va bien se passer. Donc, prenez confiance en vous, mais pour ça, il faut surtout ne pas vous oublier et oubliez pas ce qui vous fait plaisir d'emmener à la maternité. Parce que trop souvent, ce slip filet, j'en peux plus. C'est tellement pas sexy et c'est tellement pas ce dont on a réellement besoin. Si on pouvait marquer la playlist de notre musique qu'on adore, notre tablette de chocolat et ce que je voulais dire aussi, pas de visite ou très peu de visites. On n'a pas besoin de voir non plus l'oncle Georges ou la tata Jacqueline qui va venir nous voir justement dans ce fameux slip filet. Et ça, en termes d'émotion, ça bloque tout. Donc l'allaitement, comme on sait que c'est quand même une grande partie émotionnelle, c'est compliqué d'allaiter quand on a l'oncle Georges à côté ou quand on a le slip filet qui nous rentre dans les fesses derrière. C'est bête à dire, mais c'est exactement ça. Donc protégeons-nous, mettons-nous dans un environnement pour lequel on se sent libre, agréablement accompagné. Et c'est pareil aussi pour les professionnels de santé. C'est-à-dire que si la sage-femme, l'auxiliaire, la puéricultrice rentre et que celle-là, vous dites « Ah non, celle-là, j'aime pas du tout sa façon d'être »,
c'est OK. Donc, qu'elle vous donne des conseils, vous dites oui à tout. Souvent, je dis ça aux mamans, dites oui, oui, et puis après, vous faites ce que vous ressentez. Et c'est pas parce qu'on a une blouse, une étiquette ou qu'on est professionnel de santé qu'on a la science infuse. La preuve, c'est que moi, il a fallu que je fasse quand même pas mal d'études et finalement détricoter ce que j'ai appris pour revenir à l'instinct naturel, à l'instinct archaïque des mammifères que nous sommes tous. Et oui, c'est les paroles de sagesse, ça. Mais voilà, c'est bien aussi que tu puisses aussi accompagner des femmes qui n'ont pas forcément cette explication. Parce que, comme tu dis, un titre, une connaissance, un savoir, des études, on s'y réfère, c'est normal. Et on est quand même dans ces moments-là extrêmement, des fois peu informés, fragilisés. Ça dépend du contexte, encore une fois. Et puis, bon, on vient d'accoucher quand même, hein, donc ça dépend aussi de l'accouchement, comment ça s'est passé. Ça favorise plus ou moins des fois après, et ça détermine aussi le lien avec le bébé en fonction de tout ce qui s'est passé en amont, parce qu'on ne peut pas prendre l'allaitement sans prendre. C'est un écosystème, l'allaitement, hein. Donc émotionnellement, qui je suis, comme tu dis, est-ce que j'ai ma tablette de chocolat et ma playlist, ou je suis partie en stress parce que mon mec n'était pas là, ou que j'ai failli accoucher dans le taxi. Enfin, c'est sûr que l'allaitement, des fois après, ça peut être aussi complexe, quoi. Alors, Elisa qui est sage-femme, avec qui j'ai déjà fait 2 lives et qui dit oui, exactement, je leur dis pareil, dites oui à tout et ne fais que ce que tu sens avec 4 petites mains comme ça. Oui, Elisa. Voilà. Merci Elisa. Alors, ma fille s'appelle Elisa, donc ça peut que être en écho encore ce soir pour moi. Mais c'est exactement ça, c'est sentir en fait, sentir et ressentir et pas appliquer et vouloir conscientiser, intellectualiser l'allaitement. C'est tout sauf ça en fait, vraiment, vraiment. Et quand les mamans, elles me disent je le sens pas, et là j'ai une maman aussi qui est venue pour une suspicion d'un frein restrictif. Elle me dit j'ai vu 3 personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de frein et moi je le sens. Donc moi déjà, avant même de faire mon examen clinique, je me dis, si j'écoute cette maman-là, elle n'est pas formée, elle n'est pas spécialisée sur les freins électriques, mais elle sent qu'il y a un problème, elle sent qu'il y a quelque chose. Et effectivement, il y avait un frein. Il n'y avait pas un frein de langue restrictif, mais il y avait un frein de lèvre supérieure qui l'empêchait et qui le faisait mal quand elle le mettait au sein. Ça le pinçait, elle me dit, il y a un truc qui, comme s'il me mord, sauf qu'il n'a pas de dents. Et si on n'écoute pas les femmes dans leur ressenti, pour moi, on a tout gâché parce que elles savent au fond d'elles mieux que quiconque. Et on a beau avoir des diplômes et 10 ans, 20 ans d'études, c'est les mères qui vont nous donner, entre guillemets, les clés de la consultation. Et toi, c'est exactement pareil pour toi. Si les femmes, elles viennent à toi et qu'elles parlent de leurs émotions, tu vas savoir quelles fleurs en fonction de leur ressenti et de ce que toi, sens et ressens dans leurs émotions. C'est pas juste, je vais mettre une fleur, elle m'a dit tel mot, je vais mettre tel... Non, c'est comment elle le vit. Et pour avoir été aussi vers toi sur les fleurs de bac, c'est notre histoire de ce qu'on raconte, mais je pense que c'est aussi ce que ça dégage comme émotion qui va te faire aller plus vers une fleur que plus vers une autre, non? On est d'accord, c'est tout un ensemble de choses et c'est un espace qui est dédié à l'écoute de soi et on parle toujours de l'émotion. Alors c'est sûr que c'est le titre aussi du live, mais les émotions c'est super complexe. Des fois on ne sait pas mettre des mots, on se rend pas compte. Et ce qu'on va dire nous avec une phrase comme ça, j'en peux plus ou je suis à bout ou non mais J'ai envie voilà d'arrêter. Moi, souvent, elles me disent j'ai envie d'arrêter. voilà. Ouais, exactement, où je suis déçue. Et ben, en fait, derrière, il y a je manque de confiance en moi, je suis nulle, de toute façon, j'y arriverai jamais, ou ça me prend trop l'esprit, ou j'ai presque même des fois envie de ne pas allaiter, mais je me sens aussi coupable d'être cette mauvaise mère qui ne fait pas comme mes copines, comme ma sœur, comme ma mère, comme cette sororité qui est aussi des fois très, très culpabilisante aussi, ces réseaux sociaux, j'en fais souvent référence parce que c'est très inspirant. Mais quand on se juge par rapport à ce que l'on voit, il y a des moments, il faut aussi se dire, c'est pas grave, je ferai pas. Et c'est pas un référentiel de non-capacité à aimer son enfant que de prendre un biberon. C'est très complexe cette histoire-là. C'est vraiment une histoire d'intimité entre soi et le bébé. Évidemment, si on a un compagnon, il a aussi, entre guillemets, son grain de sel à mettre. Mais c'est un grain de sel qui est bienveillant parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. C'est pour stresser la maman, je vois pas trop. Mais voilà, les émotions, en tout cas, c'est sûr que là, de toute façon, on est vraiment dans l'émotionnel. Sinon, je n'inviterais pas, voilà, des professionnels. Non, mais pour moi, c'est ça, tu vois, quand j'invite Elisa et qu'on parle voilà, de l'accouchement ou tout ça,
c'est mon cœur, voilà, c'est de l'émotionnel. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il se passe, et dans Et n'importe quelle circonstance. ce que je Oui, rajoute aussi, mais qui va complètement avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il vaut mieux vraiment un bon biberon donné avec du plaisir qu'un allaitement dans la souffrance. Alors après, ça dépend de la souffrance et si elle est transitoire ou pas transitoire. Et il y a des mamans qui vont persévérer dans la souffrance parce qu'elles savent qu'au bout du tunnel, il y a la lumière et que c'est leur souhait. Absolument, mais j'accompagne aussi les femmes dans les sevrages et souvent elles m'appellent, elles me disent bon, je sais que vous êtes consultante en lactation, mais du coup, est-ce que c'est possible de vous appeler pour le sevrage? Mais évidemment, évidemment, parce que l'allaitement, c'est aussi une fin en soi à un moment donné, et ça peut aussi se faire dans la douceur, et on peut aussi faire un allaitement mixte, on peut aussi allaiter que le soir, on peut aussi allaiter que en week-end, ou reprendre le travail et pas avoir envie de tirer son lait, ou au contraire faire ce qu'on appelle aussi que un tir allaitement, c'est-à-dire ne pas avoir envie d'avoir son bébé au sein pour X raisons, il y en a plein. Alors de la plus violente, ça peut être sur des mamans qui ont eu de la maltraitance physique et qui ont ce rapport charnel très compliqué, mais ça peut aussi être tout simplement parce que c'est douloureux et que parfois, eh ben, de manière transitoire, on va arrêter les mises au sein et on va donner simplement le lait dans un autre contenant, au mieux pour que ce soit le lait maternel si c'est le souhait de la maman et arrêter les mises au sein physiques si c'est trop compliqué, à la fois pour le bébé et pour la maman. Et il faut savoir aussi ne pas forcer les choses. Et moi, je pense que c'est ça aujourd'hui, et tu parlais des médias, et je pense que c'est vraiment important d'en parler parce qu'on était quand même en France sur une politique où l'allaitement, voilà, on était très très dans le lobby des laits de préparation, et là on va avoir tendance, malheureusement, à partir dans une inversion complète où on va se retrouver avec il faut allaiter à tout prix, quoi. Et comment ça, toi t'allaites pas et c'est pas bien et t'as allaité qu'un jour ou 3 semaines et pourquoi t'arrêterais, etc. Donc toujours deux poids deux mesures et faire bien attention que c'est un choix maternel. Alors oui, il y a l'environnement qui est là, la compagne, le compagnon, mais c'est aussi un choix de la maman. Et si la maman, elle dit stop, bah c'est stop. Et si la maman, elle dit je veux continuer, il faut l'accompagner dans ça. Et j'ai encore entendu cet après-midi une maman qui me dit j'aimerais bien l'allaiter. L'enfant est là, je crois, de ses 18 mois. Elle me dit j'aimerais bien l'allaiter jusqu'à au moins 3-4 ans, mais avec ma famille, je sais que je ne vais pas pouvoir. Et moi, ça, c'est compliqué à entendre parce que qui autre que elle-même peut savoir quand est-ce que l'allaitement va s'arrêter ou va se poursuivre et remettre encore une fois la maman au cœur de son choix et de ses besoins. C'est vraiment le pourquoi je suis partie de l'hôpital et pourquoi aujourd'hui aussi dans mes cabinets je veux me sentir libre de pouvoir accompagner les femmes dans ce qu'elles me disent, parce que c'est pas moi qui lui dis d'allaiter jusqu'à 3 ans, c'est elle qui me dit je ne pourrai pas allaiter jusqu'à 2-3 ans parce que ma famille. Donc ça veut dire que derrière, j'aimerais bien allaiter au moins 2-3 ans. Et moi, ça, je lui redéfile la pelote à l'envers et je lui explique donc vous auriez aimé allaiter 3-4 ans. Et là, je vois le oui. Et c'est ça, sur ça qu'on va travailler. Et j'avais fait un live aussi avec Chine Lanzmann où on parlait justement du retour au travail aussi avec l'allaitement, le tire-lait, etc. Donc oui, il y a des moments, des circonstances, elles sont complexes. Et il y a Elisa, évidemment, j'ai dit qu'elle était sage-femme, mais elle est aussi ostéopathe. Et donc elle dit ça se travaille aussi en ostéo physiquement et psychiquement, évidemment. Voilà, moi personnellement, j'ai vu évidemment mon ostéopathe au cours de mes 3 grossesses et puis les enfants aussi, dès la naissance à 3 jours. Et ça s'est fait voilà, à chaque fois régulièrement parce qu'il y a plein de choses qui se fait au niveau de l'ostéopathie, c'est indispensable pour moi. Ça fait partie d'une hygiène de vie. Hein. Il n'y a pas une année où il n'y a pas un rendez-vous avec un ostéopathe. Bien et sûr. Même les adultes maintenant continuent à le faire parce que ça fait partie vraiment de la vie, quoi. C'est évident. De la vie, et puis c'est une complémentarité. Je pense que c'est pareil. Moi, je travaille jamais seule et je travaille avec les orthophonistes, les ostéos, les chiros, les pédiatres, les sages-femmes évidemment. Moi, je suis encore les ORL avec les freins et je suis encore plus réjouie aujourd'hui. C'est quand on m'appelle et qu'on me dit je suis sage-femme à la maternité et je vois que l'allaitement ça commence pas bien. Est-ce que c'est possible de prendre le relais et d'avoir un suivi? Mais ça, c'est génial en fait. Et moi, je pense que dans tout, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et moi, toute seule, je peux pas travailler. Je peux pas travailler si j'ai pas Nathalie, par exemple, sur les fleurs de bac, qui va essayer d'aller travailler sur le ressenti des émotions. Je peux pas travailler sans Elisa qui est sage-femme. Je peux pas travailler avec Elisa qui est ostéo. Enfin, tout est lié, tout est imbriqué. Et je pense que quand on a compris, nous, en tant que professionnels de santé, qu'on n'a pas la science infuse et que c'est important aussi de pouvoir relayer et d'avoir un autre avis,
quand on a l'impasse, parce que moi j'ai pas non plus, je suis pas j'ai des spécialisations, mais il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas au top et c'est hyper important. Et moi quand j'ai un retour d'une ostéo ou d'une chiro, bah, c'est génial parce qu'elle me dit oui ça c'est débloqué, etc. Et moi je vois tellement de différences aussi sur l'allaitement, je me dis mais c'est génial, c'est comme ça qu'il faudrait travailler. Et je pense que ça se met de plus en plus en route. Enfin, moi, en tout cas, sur Nice, je trouve que de plus en plus, on arrive à avoir une belle complémentarité. Et ça, c'est beau de le souligner aussi quand ça se passe bien. Bah oui, c'est important parce que ça se passe bien aussi quelquefois, même souvent, mais ça dépend encore une fois de voilà de l'histoire de chacun. Et puis voilà, comme enfin, ça me semble évident, il faut qu'il y ait du plaisir. S'il n'y a pas de plaisir à allaiter, et que c'est une injonction, ne le faites pas, ça n'a aucun intérêt, hein. Comme tu dis, Et vas-y. vas-y, vas-y. Non, mais tu disais tout à l'heure, le bébé, alors c'est pas qu'il n'y avait pas de plaisir, cette maman dont tu parlais tout à l'heure, qui a été choquée et qui, du coup, bah, le bébé repoussait aussi. Il faut quand même se rappeler qu'il y a quand même une interaction entre le bébé et la maman. Donc, quoi que puisse vivre la maman, cette ocytocine, elle ne sera déclenchée qu'avec c'est de cerveau à cerveau, même de l'invisible, hein. C'est l'ocytocine, je sais pas si ça fait des sauts de puce comme ça. Je rigole. Mais non, mais tu vois, il y a En aussi tout ce cas, côté, l'ocytocine, elle se transmet. L'enfant a son ocytocine et la mère a son ocytocine. évidemment. L'ocytocine de la mère, c'est l'hormone du plaisir, donc le plaisir qu'elle y prend. Ça permet, évidemment, d'un point de vue mécanique, l'éjection du lait, mais l'enfant aussi, dans sa succion, un bébé qui est stressé, une maman qui est stressée, la succion du bébé, on ne peut pas observer une tétée, en tout cas, ce ne sera pas la même qu'un bébé et souvent, j'adore prendre les bébés en vidéo quand je les entends faire leurs petits bruits, leurs petites mains, où tu sens qui lâche complètement et que là, l'ocytocine, la leur, elle transperce le sein, elle va complètement dans le cerveau de la mère et c'est vraiment ce qu'on appelle, ce que Suzanne Colson appelle la complexion hormonale. C'est-à-dire que c'est tellement complexe que ça dépasse tout, mais par contre, ça s'observe, ça se voit, les yeux qui brillent, les mamans qui ont chaud, le bébé qui transpire, le lait qui coule, enfin, c'est magique, c'est vraiment magique et ça, c'est au-delà de la prise du poids. Alors, il y a Elisa qui dit donc l'allaitement et la sexualité, c'est possible. Alors, je sais pas si c'est une réponse à Ludovic, Elisa. On n'est pas obligé d'arrêter d'allaiter pour retrouver son ou sa partenaire. Bah, encore heureux. Ah mais absolument pas. La sexualité à l'allaitement, c'est pas, enfin, malheureusement encore un peu un tabou, mais évidemment, mais il y a même des hommes qui aiment aussi le contact avec le lait maternel et les seins gorgés de lait, hein. C'est de l'ocytocine. Les mamans qui sont un peu déprimées, rien de tel que de la libération de l'ocytocine. Et je reviens sur ce que j'ai dit au démarrage, c'est l'hormone du plaisir. Donc on commence d'abord par avoir de l'ocytocine, par la jouissance d'un homme et d'une femme qui permettent la fécondation d'un bébé. Donc évidemment, quand il y a un désaccordage ou qu'il y a une maman qui a une perte d'ocytocine, faire l'amour, c'est génial. Alors certainement, la maman, et là, il y a un gros travail souvent sur le fait de s'accepter soi dans son nouveau corps, entre ses seins qui perlent, ses gros seins, le ventre vide, mais en même temps qui est resté gros, etc. Il y a tout un travail à ce niveau-là, au niveau de la femme, et j'ai envie de dire surtout au niveau de l'homme ou de la compagne, c'est de rassurer et de lui montrer qu'elle est belle dans son ocytocine, au-delà de son corps physique aujourd'hui pour lequel elle ne retrouve pas forcément qui elle est, mais De la patience, encore une fois. Et puis, je vais te montrer la fleur Crab Apple, qui est la fleur justement quand on a des difficultés avec l'image de soi. Crab Apple, voilà, celle-ci. c'est tellement beau. Ouais, c'est du pommier sauvage. Et en fait, c'est vraiment, ça c'est… Alors, Ça me fait beaucoup penser à ma Normandie, là, le pommier sauvage. ça c'est sûr. Et ouais, Crab Apple, ça va accompagner et puis de la patience, hein, parce que le corps, voilà, il va retrouver son état et puis s'il ne retrouve pas, c'est ok aussi, hein, voilà, c'est pas, ça ne nous empêche pas de faire l'amour, hein. Et Et puis, j'ai envie de dire aussi, tu vois, la patience aussi pour les compagnes et compagnons, parce que souvent il y a un stress aussi de la personne qui est à côté qui n'allaite pas et qui, bah, du coup, a peur également que son bébé bien manque sûr, de poids ou qu'il se tout à nourrisse fait. pas assez et ils sont parfois tellement stressés. Bon, évidemment, le stress se transmet, mais il y a un besoin aussi de réassurance de l'entourage sur
le fait de refaire confiance à sa femme et à cette nouvelle maman, parce que c'est pas évident aussi pour eux de trouver leur place, Non. évidemment, et de laisser aller aussi à l'expression des émotions de la maman et de lui faire confiance, parce que eux-mêmes ont certaines peurs, et quand ils ont entendu le discours, par exemple, d'un pédiatre qui va leur dire votre bébé perd du poids à cause de l'allaitement maternel, comment le père, lui, peut trouver sa place et aider sa femme à lui dire mais si, t'inquiète pas, ça va aller. Parfois, ils sont là en disant non, mais attends, il y a le biberon sur la table de nuit, quand même, on peut peut-être le tenter ce soir. Et c'est aussi important, comme tu disais, la patience pour l'entourage et aussi que eux soient pris en compte dans leurs besoins parce que ils ont peur pour leur bébé de la même manière que les mamans ont peur et qu'on passe sur un autre mode d'alimentation juste par peur. Et c'est pour ça que j'avais mis dans la story et les papas aussi. Donc, bien sûr, les professionnels de santé, vous êtes les bienvenus, mais les papas, évidemment, on les exclut de la maternité, ben, évidemment. Et ça, c'est Red Chestnut aussi pour les papas qui s'inquiètent pour leur enfant et aussi pour leur femme, parce que des fois, ils voient entre guillemets leur femme ou leur compagne, hein, vous voyez, on va pas jouer sur les mots, mais justement peut-être dépérir aussi. Et alors quand on parle des papas, ça peut être aussi des compagnes, hein, voilà, c'est toujours pareil. Je vais pas toujours tout féminiser et masculiniser, mais c'est important aussi de se sentir en paix et de pas non plus sécréter du stress énergétique autour de cette bulle qui est en train de se créer, parce que entre guillemets, soyons responsables de chacun de nos émotions et n'allons pas aussi reporter sur l'autre son propre stress. Justement, les accompagnants professionnels de santé, vous êtes là ce soir, mais aussi les compagnes et les compagnons, parce que ça fait une charge mentale aussi pour la maman qui essaie aussi de se débrouiller avec sa propre charge mentale. C'est compliqué, quoi. Donc, c'est pas la peine non plus d'en rajouter. Après, il y a aussi des professionnels qui sont là aussi pour vous écouter pendant ce temps. Alors qui n'est pas forcément de 3 ans, hein, ça peut être 3 jours, une semaine, 1 mois, 6 mois, peu importe. Mais s'il y a des difficultés, il peut y avoir de la jalousie aussi, il peut y avoir ce sentiment d'être délaissé et de ne pas être inclus entre guillemets dans cet espace-là. Mais je pense qu'il y a des moments aussi où le compagnon ou la compagne peut aussi s'auto-extraire de cette relation-là. Exactement. Et là, je vais parler de Ludovic qui est là et qui nous écoute. Et moi, je remercie de plus en plus les papas de s'investir justement dans l'allaitement. Et pour pas le citer une deuxième fois, Ludovic qui est venu quasiment à chaque, je n'ai même pas envie de dire quasiment, je crois qu'il est venu à toutes les consultations allaitement et c'est chouette parce que moi j'apprends aussi beaucoup les papas et ils ont une vision encore différente de l'allaitement et ils sont capables aussi de dire moi là ma femme elle en peut plus, elle en est là, elle est HS, elle n'ose pas vous le dire ou elle l'a pas dit mais elle ce qu'elle souhaite c'est réellement ça et moi c'est vraiment un accompagnement familial, c'est même plus juste l'allaitement, le bébé ou quoi que ce soit, c'est vraiment entendre les problématiques du couple, les problématiques familiaux et la place du père, la place de la compagne, c'est pareil, on va pas revenir sur les mots, mais de la personne qui est à côté. Et j'invite vraiment les papas et autres à venir en consultation. Et quand ils disent qu'ils ont du mal à trouver leur place, je trouve que leur meilleure place, c'est de venir quand ils peuvent, hein, évidemment, mais en consultation parce qu'ils ont aussi leurs paroles et leurs mots et leur vision des choses. Et j'ai souvent des papas qui me disent mais tu vois je te l'avais dit etc et les papas sont beaucoup plus instinctifs que nous parce que nous on nous a protocolisé et médicalisé l'allaitement maternel et elle me dit ah mais c'est vrai mon conjoint il me l'avait dit hier et je l'ai pas écouté et venez aux consultations parce que c'est et puis le fait que vous entendiez tous les deux la même chose vous ressortez le soir, enfin je sais pas comment toi tu l'as vécu Ludovic mais au moins vous avez le même discours et vous avez le même investissement, j'ai envie de dire, dans les choses à améliorer, à modifier pour que ça se passe mieux. Je suis en train de dire en même temps Ludovic qui n'arrête pas, qui est hyper loquace. Et merci à toi d'être là, hein, c'est vraiment chouette. Dit j'ai pris 10 kilos en même temps que ma femme pour la grossesse, évidemment. Et donc Elisa, oui, ça leur permet de les rassurer tous les deux, exactement. Et du coup, le bébé, il est cool parce qu'il sait que tout le monde se parle en fait. Et il n'y a pas non plus d'exclusion. Et oui, on apprend toujours en venant ensemble. Mais c'est ça, puis en fait, merci beaucoup. Alors là, ça c'est Willow, c'est la fleur de la victime. Tu sais, le petit Calimero. Mais ça permet aussi, tu vois, de démystifier, de penser que l'alimentation, cette période d'alimentation ou l'allaitement ne correspond que à la femme. La femme, elle peut allaiter que si elle est bien, et la femme, elle est bien que si elle est bien accompagnée et que si le conjoint va bien.
Et le conjoint qui a pris 10 kilos, et ben tant mieux parce que de toute façon la mère elle en a pris 10 aussi. Et c'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Et c'est hyper important pour moi. Je range le linge du petit en même temps. Voilà, c'est vraiment ça. C'est un travail d'équipe et on a besoin que les papas soient là pour que l'allaitement se passe bien. Et non, l'allaitement c'est pas qu'une histoire de femme et c'est pas qu'une histoire d'hormones féminines parce qu'on a toutes et on a tous de l'ocytocine j'ai envie de dire c'est comme le bon verre de rouge, ça se partage. Ben oui, c'est ça. Et quand Ludovic parle de ranger le linge, bah oui, ça peut être aussi une charge mentale un peu en moins aussi pour la maman. Alors, il ne veut pas dire qu'il faut forcément tout faire pendant que la maman. Mais en même temps, voilà, c'est en tout cas au début, bien sûr, au bout de 3 ans, le corps est un peu remis en état entre guillemets. Mais bon, voilà, on a besoin de soutien aussi, c'est important. Et de se sentir aussi dans les tâches un peu partagées. Parce que ça participe aussi à la culpabilité de ne pas avoir assez rangé la maison, de ceci, de cela. Stop. On peut pas être partout en fait, hein, c'est pas possible. Évidemment, et je reprends encore Ludovic parce qu'il est là et parce que c'est hyper intéressant et j'ai beaucoup aimé aussi les accompagner et on s'est vu plusieurs fois. Mais Ludovic qui travaille, qui fait des super massages par ailleurs, mais c'était aussi lui d'avoir un œil bienveillant sur le confort de sa femme, hein, parce qu'il me dit mais je la vois, elle allait comme ça sur le bout du coin, etc. Elle prend pas soin d'elle et moi de pouvoir autoriser aussi à la femme de dire mais écoutez votre conjoint, écoutez Ah votre oui. mari. Si vous dites mettre un coussin dans le dos, si vous dites d'être un peu plus confortable, faites-lui confiance. Et c'est là que le compagnon a aussi son rôle. Parce que pour que l'allaitement se passe bien, il faut que la mère, elle soit bien. Et si la mère, elle est bien, ça ne dépend pas forcément que d'elle et de l'environnement. Il y a un papa qui va être soutenant, qui va être présent pendant le temps de l'allaitement, qui va lui donner un verre d'eau, qui va dire tiens, mets ton coussin, regarde bébé, il serait peut-être mieux comme ça. Tiens, la dernière fois, t'avais fait comme ça avait fonctionné. Mais c'est magique, c'est magique. Et là, moi, quand c'est comme ça, souvent, je leur dis bon, bah, vous avez plus besoin de moi. C'est chouette. Et donc, comment tu travailles, toi, Céline? Comme ça donnera aussi peut-être des envies de te contacter. Alors, il y a Ludo qui reparle. Ludovic, moi j'appelle Ludo comme si je le connaissais depuis 10 ans, mais non, je le connais pas du tout. J'écoute ma femme le plus possible pour qu'elle soit le plus à l'aise dans sa nouvelle vie de maman et qu'elle réussisse son allaitement. Ben, écoute, franchement, Ludovic, tu es un compagnon certainement exceptionnel pour ta compagne et le bébé te remercie. C'est chouette. Au top, Ludovic. Bah oui, ça c'est sûr. C'est notre mascotte pour ce soir, Ludo. C'est cool. Tu voulais me dire quelque chose, oui. Ouais, dis-moi. alors là, bon, évidemment, tu es à Nice comme moi, donc là, le présentiel, ça va être compliqué. Tu donnes des consultations aussi en visio par moment, comment ça se passe? Alors, moi, j'accompagne les femmes en prénatal jusqu'au sevrage, globalement. Et maintenant, je suis quasiment finie j'ai encore quelques partiels à passer, mais je vais devenir aussi doula, donc je vais pouvoir vraiment accompagner de A à Z, et c'est ce que je souhaite faire de plus en plus. Et je fais du visio, du présentiel et du domicile pour les urgences. Donc domicile dans un rayon de 30 à 60 km grand max, ça dépend du type d'urgence, mais je fais aussi beaucoup de visio. Tout à l'heure, j'ai une femme de Zurich qui me demandait pour une consultation prénatale. Moi, ce que j'ai envie de passer comme message aujourd'hui, c'est vraiment de voir les femmes en prénatal, parce que je vois trop souvent encore les femmes après, et quand déjà c'est la catastrophe, et j'entends trop souvent où elles me disent on aurait dû venir vous voir avant. C'est Et clair. ça, pour moi, c'est dommage de ne pas avoir eu cette information-là. Et quand je les vois en prénatal, je te promets que quasiment, je les vois très peu après. Et ça, c'est plutôt positif. Parce que ça veut dire qu'elles ont reçu les informations pour pouvoir se faire confiance et pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe dès la naissance et pouvoir se laisser aller à leur instinct naturel. Et ça, c'est chouette. Et je préfère tellement mieux ne pas les voir après et les voir une fois en prénatal que d'être obligée de courir après derrière, entre guillemets, quand il y a eu des semaines et des semaines, comme tu disais, d'émotions. Parce que les émotions, c'est gravé en nous. Ça reste, comme on disait au tout début du direct, c'est des traumatismes et c'est beaucoup plus compliqué pour moi de lâcher ça et de repartir sur quelque chose de positif et de relancer parfois une lactation quand il y a déjà eu trop de douleur. Alors Ludovic, il est en train de faire sa com, c'est génial. Moi, ce que je te propose, Ludovic, je te tutoie, on se connaît pas, c'est pas mon style, mais tant pis, je le fais. Je te propose de faire un live avec moi sur la place du père, de ton travail, autour du bébé, etc. Si tu as envie, on fait un live ensemble, comme ça, ce sera encore mieux pour faire ta pub. Je ne sais pas ce que tu en penses, je suis très spontanée comme d'habitude. Écoute, voilà.
si tu as envie, ce sera l'occasion que nous fassions C'est ça, parce que ensemble. enfin, son travail, c'est exactement ça, c'est libérer aussi les émotions, parce que lui travaille sur le massage et donc il est très, très pertinent sur le soin du corps. Bah, bien Et sûr, c'est important. voilà, c'est ça en fait, c'est prendre soin de son corps, prendre soin de son âme. Et c'est bien au-delà de l'allaitement, évidemment. L'allaitement, c'est un petit grain de sel ou de sucre Ouais, ouais. sur le gâteau. C'est des graines, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, tu vois, avec les fleurs de bac. Bon, je suis évidemment formatrice, patin couffin, je fais du conseil en fleurs de bac. Mais voilà, mon rôle, entre guillemets, pour la périnatalité, c'est aussi d'accompagner toutes ces femmes et tous ces hommes, parce que je ne suis pas un homme, je ne suis pas à la place d'un homme, mais en tout cas, je sais à quel point moi, ça m'a manqué aussi d'avoir un homme aimant et accompagnant à côté, et c'est la raison pour laquelle aussi je leur donne autant de place, parce qu'ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Et alors, quand je parle des hommes, évidemment, si ce sont des couples de femmes, ne voyez pas en moi aucune malveillance de ma part, c'est juste pour vous dire que, voilà, quand on conçoit un bébé et qu'on se retrouve seul, bah, des fois, ça peut être compliqué. C'est pour tout, voilà, ça me paraît quand même essentiel de bon, c'est pour ça que je disais dans un dernier live, la sororité, c'est bien, je suis OK. Après, je vais pas être OK ou pas OK, hein. C'est la réalité. On a besoin les unes des autres, donc j'ai même pas besoin d'y mettre un terme. Mais je veux dire, les hommes, on en a besoin aussi parce que c'est aussi comme ça qu'on devient des sœurs. C'est parce qu'on on transmet notre sororité aux hommes et je peux pas les exclure. C'est pas possible. Donc c'est pas un live dédié pour les femmes. Évidemment, on parle d'allaitement. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Et c'est vraiment, voilà, ce qui est important, c'est vraiment de chérir tout ça parce que on a tellement besoin les uns des autres. C'est vraiment essentiel. Et moi, je voulais rajouter sur ce que tu disais tout à l'heure aussi. Le grand plaisir que j'ai aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir former. Et je sais que toi aussi, tu formes. Et enfin, c'est génial parce que l'approche pédagogique est pas non plus la même parce que il y a une grosse partie anatomie, physiologie, mais il y a une grosse partie psychologie, émotion. Et tu vois, le fait de faire un live avec toi, je me dis que il y a plein de méthodes holistiques et j'avais pas encore inclus les fleurs de bac. Et je pense que c'est quelque chose qui est indispensable aussi pour nous, pour transmettre. Et là, j'ai fait des formations pour les doulas en Suisse. Et c'est pareil, en fait, quand tu parles de sororité, etc., j'apprends aussi beaucoup. Et j'apprends aussi beaucoup des mailloticiens, des Ah sages-femmes oui, hommes, bien qui sûr. ont une autre vision et qui sont Bien sûr. souvent beaucoup plus pertinents, beaucoup plus fins et beaucoup plus doux avec les mamans. Moi, j'ai des retours, je me rappelle quand je travaillais en Normandie. D'ailleurs, je salue Soyou qui nous suit, qui nous a rejoint, qui est de Normandie, que j'ai accompagné, une des premiers accompagnements à domicile quand je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse. C'est chouette. Mais il y avait deux mailloticiens et Dieu sait si j'ai appris la finesse du geste, le respect de la femme grâce à l'homme. Je peux comprendre. Après, des fois, entre nous, on est un peu dur, hein, parce que bon, on est passé par là, bon, ça va, oh, oh, tu vas pas me la raconter. C'est non, mais il y a de tout, hein. On va pas faire non plus Youpiland, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me souviens plus. J'étais en train de lire j'espère que je lis bien, Ornel. Ici, le papa m'apporte toujours la puce pour le mettre au sein, surtout la nuit, et ce depuis la naissance de la petite. Maintenant, elle a 13 mois. Alors régulièrement, c'est elle qui se sent toute seule, qui se sert toute seule, Elle pardon. se Elle sert ne toute sent pas seule. toute seule, elle se sert toute seule. Mm. Désolée, hein, mes yeux, voilà, ils font ce qu'ils peuvent aussi, ils lisent ce qu'ils ont envie Mais de lire. je lis, Et mais ben, c'est c'est chouette. exactement ça. C'est exactement ça. Et tu parlais oui, de mettre les fleurs de bac, pourquoi pas, dans ta pratique. Et tu le disais aussi, ce qui est vraiment important, c'est pour ça que je parle de ça, c'est sur le côté pré-information avant. Voilà, Ouais. c'est vraiment capital aussi de gérer notre émotionnel en amont parce que il y a tellement de croyances, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on projette sur l'allaitement, sur la façon de nourrir notre bébé, ça peut être déjà des prises de tête qui sont déjà même aux prémices, entre guillemets, du début, où on sait, ça y est, j'ai passé l'étape des 3 mois ou des 4 mois et de l'accouchement. Non, en fait.
Alors, on peut être informé, mais on n'est pas obligé de se rendre malade non plus sur quelque chose qui n'est pas encore concret. Ça, c'est white chestnut, c'est la rumination mentale. Hein. C'est quand toutes les pensées assaillent notre esprit face à des multiples questions par rapport aux choses. C'est vraiment important d'être informé et d'être accompagné et pas attendre trop tard, entre guillemets, parce que quand c'est le moment d'y aller, il n'y a jamais trop tard de toute façon. Encore heureux, je ne dis pas n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce qui est bien, c'est vraiment d'avoir la formation en amont. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que, comme je disais, en entrée de live, moi, je me suis préparée à rien en fait, et j'ai tout vécu dans le wouhou. Et c'est possible aussi, bien sûr, encore heureux, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut tu peux tout vivre dans l'urgence entre guillemets. Si tu es bien préparée, si tu pars confiante, c'est pareil. Tu peux aller faire un grand saut dans le vide si tu es confiante. Ça va bien se passer. Et tu peux à la fois avoir préparé ton road trip pendant 6 mois et préparé d'un point de vue protocolaire. Mais par contre, si tu pars pas avec une confiance en toi de dire c'est pas grave si je dors dans une tente et s'il y a des loups, ils viendront pas m'attaquer, ça ne marchera pas. Et moi, j'ai le cas de 2 amies, dont une qui est partie en road trip très protocolaire, mais elle avait juste oublié de se préparer elle-même en fait. Et une autre pour laquelle elle est partie un peu en freestyle total, mais par contre, elle était sûre qu'elle allait toujours trouver des solutions sur place. Bah, on ne vit pas les choses de la même manière, et je pense que l'accouchement, l'allaitement, c'est exactement pareil. C'est vraiment un apprentissage de se faire confiance à soi, faire confiance à son corps. Il y a que 97, voire 98% de la population mondiale qui allaite de manière naturelle et physiologique. Il faut vraiment rentrer dans des grandes pathologies très spécifiques pour ne pas avoir suffisamment de lait. Et j'enlève ce mythe encore aujourd'hui. Le lait de mauvaise qualité n'existe pas. Pour avoir fait 2 ans d'humanitaire, même les femmes qui sont dénutries garderont toujours un lait supérieur et de qualité par rapport à un lait de préparation. Donc, gardons confiance en notre corps et les consultations prénatales, pour moi, c'est ça aussi, c'est les préparer à ce qu'elles-mêmes, elles s'arment face à l'adversité, certes, mais face aussi à tout ce qu'on va pouvoir leur dire et leur imposer, j'ai envie de dire, dans la façon de mener à bien leur allaitement. Il n'y a que elles qui connaissent et leur bébé et leur corps. C'est ça. Et puis, du coup, tu as un exemple, toi, qui a déconstruit 10 ans de travail avec cette construction, encore une fois, qui n'est pas à rejeter, puisque c'est aussi par ce côté binaire qui fait que tu vas passer d'un extrême à un autre, tu passes d'un extrême parce que tu as expérimenté l'autre, et c'est ça qui est magnifique, du coup. On peut pas tout rejeter, ça n'a aucun intérêt. Avoir fait des études pour en arriver là, ça n'est pas mal, c'est très bien, c'est OK. Mais pour le coup, ton expérience, elle est enrichissante parce que c'est aussi apprendre aussi aux mamans à déconstruire aussi tous les présupposés par rapport à ça. Et exactement. Tu seras certainement beaucoup plus à même de les accompagner dans ce cadre-là. Parce que après, ce qu'il faut savoir aussi en tant que professionnel de santé, c'est que pour pouvoir déconstruire, il faut avoir construit avant. C'est parce que j'avais ces connaissances-là avant que j'ai pu déconstruire. Donc, les mamans, c'est pour ça que c'est important pour moi l'information en prénat, c'est que elles vont avoir les informations pour pouvoir elles-mêmes se construire et ensuite déconstruire ce qui ne va pas leur correspondre. On est d'accord. Il y a Ornelle qui parle du frein restrictif. Je ne sais pas si c'était d'elle dont tu parlais tout à l'heure. Non. Mais on s'est vu en consultation aussi beaucoup. Ouais. Ça, ouais, c'est vraiment magnifique parce que le frein restrictif, on n'y pense pas toujours. Est-ce que tu veux juste, parce que bon, il est 47, je pense pas qu'on sera coupé. J'ai l'impression que, je me suis pas renseignée, mais j'ai l'impression qu'Instagram, c'est un peu plus d'1 heure maintenant. Mais est-ce que tu veux juste expliquer en quelques mots ce que ça représente? Parce qu'on l'a cité tout à l'heure, mais tu ne l'as pas expliqué. Je suis pas tout à fait sûre que tout le monde connaisse le frein restrictif. Alors, le frein restrictif, c'est le frein qui se situe sous la langue. C'est le petit fil de peau qu'on a tous sous la langue. Donc, on a tous un frein de langue. Par contre, il est plus ou moins restrictif. C'est-à-dire qu'il est plus ou moins bien placé et le fait du placement où il va se trouver va créer ou pas une certaine restriction. La restriction, c'est quoi? C'est une perte de mobilité de la fonction de la langue. Il y a plusieurs stades, il peut être tout au bout de la langue ou voir ce qu'on appelle en postérieur très loin. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément une malformation, mais ça veut dire qu'en fonction du positionnement et de la taille du frein, on peut avoir une restriction. Et cette restriction-là va avoir des conséquences parfois majeures sur l'allaitement maternel, soit dans la succion du bébé, puisque l'enfant a une langue qui va partir vers l'arrière, donc en postérieur,
qui peut créer justement un pincement et des douleurs au niveau de la maman et surtout une succion qui va pas être efficace. Ça veut dire une baisse de la lactation chez la maman où on va dire très facilement vous n'avez pas assez de lait ou votre bébé prend pas assez de poids parce que votre lait n'est pas suffisamment nourrissant, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est juste qu'on a un fil de peau qui est pas placé au bon endroit et qui crée certaines restrictions, donc dysfonction de la langue ou une fonction qui n'est pas complète, surtout au niveau de la latéralisation et de l'élévation de la langue. Et c'est ça qu'on va retravailler en partenariat avec les orthophonistes, les chiropracteurs, comme l'a dit. Voilà, exactement. Ça fait la motricité de la langue et du mouvement pour la succion. Donc exactement. Et on va travailler d'abord sur la mobilité de la langue en complémentarité avec chiro, ostéo et orthophoniste. Et ensuite, au besoin, j'examinerai et on verra s'il y a une restriction qui est toujours persistante, auquel cas on fera une chirurgie pour couper un petit peu ce fil, c'est-à-dire relibérer un peu plus la langue, garder ce frein, mais qui ne deviendra plus restrictif pour l'enfant. Et donc, on aura aussi beaucoup moins de douleur pour la mère. C'est ça. Bon, bah, ok pour les précisions, parce que tu vois, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément au courant voilà, de ce frein qu'on peut avoir plus ou moins développé chez nous et qui peut voilà, être justement un frein à la liberté de succion ou d'allaitement pour la maman. Et ça peut être super compliqué, alors des fois pour pas grand-chose finalement. Voilà, ma belle. Bah écoute, c'est génial. C'est génial. Moi, je suis ravie. C'est génial. C'est vraiment. Bah, ça fait déjà 1 heure. Je pense que c'est déjà pas mal. 1h05. Ça passait super vite. C'est toujours un plaisir. Et ouais, n'hésitez pas à vous faire accompagner par les fleurs de bac, qui sont vraiment, je pense, une aide utile quand on est dans une période d'allaitement plus difficile, parce que c'est pas toujours simple d'allaiter, ça faut vraiment aussi le reconnaître et surtout nous en tant que professionnels de santé et se faire aider par les méthodes naturelles pour simplement pouvoir se recentrer sur soi, sur ses propres émotions, hein, encore une fois, mais c'est vrai, ça va nous permettre aussi de prendre confiance en nous et de pouvoir aussi aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce que l'on souhaite vraiment, potentiellement un arrêt de l'allaitement ou une poursuite et dans la bienveillance. Merci pour tout, Céline. J'étais super contente. Et du coup, Ludovic, il dit moi aussi, j'y crois aux fleurs de bac et j'utilise tous les jours. Et ben du coup, on va se retrouver bientôt, Ludovic. On va se contacter via Céline et puis voilà, on va se faire notre live ensemble. Continuez votre chemin. C'est comme soutien. C'est essentiel comme soutien. Je lis n'importe quoi. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bah oui, Céline, c'est 3 petits cœurs d'amour. Moi aussi, je t'envoie 3 petits cœurs. Allez, go, go. C'est un peu dommage qu'on voit pas les petits commentaires après, je trouve, en IGTV replay, quoi. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ils sont dans notre cœur. Ouais, bah ça c'est sûr. Et je fais un gros bisou à Tahiti aussi, de ma copine de Tahiti qui nous a rejoint sur la fin. Là, c'est super chouette. Et puis Soyou qui est, je te dis, une de mes premières mamans que j'ai accompagnées sur Cherbourg en Normandie. Et enfin, ça a été une révélation aussi. Et elle m'a permis aussi, tu vois, de prendre confiance aussi en moi dans le fait de se mettre en libéral. Et c'est toujours des belles personnes qu'on rencontre, quoi qu'il en soit, dans nos chemins de vie. Je te remercie beaucoup, Nathalie, pour l'invitation. C'est avec grand plaisir de discuter avec toi sur un sujet qui me passionne, mais aussi des fleurs de bac qui sont essentielles parfois dans des périodes difficiles. Il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser. Et ben peut-être un prochain live, tu vois, on verra si on a envie de refaire une thématique ensemble avec plaisir. Et ben écoutez, bon allaitement, bonne expérience et puis bonne soirée. Merci d'avoir été là. Bisous Céline et merci à toi. Ciao. Ciao.